Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette conférence sur le passage crucial de l'école à l'emploi. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et à mes côtés Julien Grenet, qui est professeur d'économie à l'école d'économie de Paris, spécialiste des questions d'éducation, et Arnaud Largui, qui est à France Travail, qui va plus spécifiquement pouvoir nous parler d'une expérience très positive qui s'appelle Avenir Pro. Alors, avant de leur laisser la parole, je voudrais juste un tout petit peu introduire le sujet, expliquer pourquoi on a une conférence sur ce thème. J'ai normalement des petits slides qui vont apparaître, voilà. Et ces slides, en fait, vont vous montrer 3 graphiques qui sont issus d'une très bonne, merci beaucoup, d'une très bonne note du Conseil d'analyse économique qui est sortie en mars dernier. Rédigé par Antoine Bozio, Jean Ferreira, Camille Landé, Alice Lapère, Marianne Modena et Max Molaro, et qui s'appelait « Focus plein emploi ». Le but de cette note, c'était de comprendre quelle était la différence entre la France et nos voisins en termes d'heures travaillées, de taux d'emploi. Et un des messages centraux, c'était de dire que finalement, en France, sur le marché du travail, plus ou moins tout va bien entre 30 ans et 55 ans. Mais en revanche, on a des sujets spécifiques aux 2 extrémités de la pyramide des âges, donc chez les jeunes et chez les seniors. Les seniors, bon, ça renvoie au sujet des retraites, ça ne sera pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais on va s'intéresser plus spécifiquement aux jeunes. Donc voilà un peu le premier graphique qui établit ce constat. Donc vous voyez en fait à la fois la situation en 1993 et en 2003. Sur l'axe des abscisses, vous avez l'âge, donc de 17 ans à 72 ans, et sur l'axe des ordonnées, vous avez le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de cette classe d'âge qui est en emploi, par opposition au chômage ou inactif. Et donc, parce que la France est en bleu, et dans les autres couleurs, vous avez l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis. Vous voyez que c'est souvent assez dur de distinguer l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, tandis que la France, en tout cas, on la voit se distinguer assez nettement, notamment pour les jeunes, donc ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, on va dire, les moins de 30 ans, même moins de 27 ans, en fait. C'était encore plus marqué en 1993, mais ça l'est toujours en 2023, et on parle quand même d'écarts assez importants, parce que si vous voyez l'échelle de l'axe des ordonnées, vous voyez que par exemple, mettons environ à 22 ans, le taux d'emploi en 2023 des jeunes français, ça sera de 40%, alors qu'on est beaucoup plus proche de 70% dans d'autres pays. Donc on parle vraiment de différences assez significatives. Et donc ensuite, bon, alors une fois qu'on a dit ça, il faut quand même toujours se demander, bon, c'est bien, mais est-ce que c'est un problème? Alors notamment, dans le cas des jeunes, la question se pose d'autant plus parce que s'ils ne sont pas en emploi, ils sont soit au chômage, donc ça c'est probablement un problème, soit inactifs. Et là, inactifs, souvent les jeunes inactifs, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont en études. Et ça, c'est peut-être moins un problème. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir. Donc, est-ce que ces jeunes qui ne sont pas en emploi, voilà, qu'est-ce qu'on sait vraiment d'eux? Alors, on peut creuser justement cette question avec le graphique suivant, celui que vous voyez apparaître maintenant. Donc ce graphique, il vise à comparer la situation de la France, d'abord avec celle de l'Allemagne et ensuite avec celle du Royaume-Uni, en se concentrant vraiment sur les jeunes et donc en distinguant différents groupes. J'espère que vous arrivez à lire, c'est peut-être un tout petit peu flou, mais en gros, pour chaque comparaison interpays, la première barre, c'est la proportion de jeunes en études seulement. Donc le fait qu'elle soit négative dans les 2 cas, ça signifie qu'il y a moins de jeunes en études seulement en Allemagne par rapport à la France. Quand on dit moins, c'est 12% de moins en Allemagne par rapport à la France. Tandis que, 12 en points de pourcentage, 12 points de pourcentage de moins en Allemagne par rapport à la France, et à peu près pareil au Royaume-Uni. À l'inverse, si vous prenez maintenant la 4e barre, c'est la barre des gens qui sont en emploi seulement, vous voyez qu'elle est positive dans les 2 graphiques, ce qui signifie qu'il y a plus de jeunes qui sont en emploi seulement en Allemagne ou au Royaume-Uni qu'en France. C'est d'ailleurs plus marqué au Royaume-Uni qu'en Allemagne. Et puis ensuite, il y a les 2 barres intermédiaires qui sont assez intéressantes, qui sont la catégorie en études et en emploi, apprentis et hors apprentis.
Et ça, ce qu'on voit, c'est pareillement, notamment si on prend en études et en emploi hors apprenti, donc la troisième barre, on voit qu'elle est quand même assez significativement plus élevée en Allemagne et au Royaume-Uni qu'en France, ce qui signifie qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes, il y a plus de jeunes dans ces pays-là qui travaillent en même temps qu'ils font leurs études. Donc le fait qu'on ait un taux d'emploi en France pour les jeunes plus faible que ce qu'on a en Allemagne et au Royaume-Uni notamment, c'est en partie dû au fait qu'il y a certains jeunes qui, au Royaume-Uni ou en Allemagne, seraient comptés comme en emploi, parce que même s'ils sont en études, ils travaillent quand même à côté, tandis qu'en France, ils seraient comptés comme en études seulement, donc ils ne sont pas du tout dans le taux d'emploi. Et donc là, on pourra avoir une discussion par la suite de savoir est-ce que c'est un problème, pas un problème, etc. Mais en tout cas, disons que y a le constat, et puis le jugement normatif sur ce constat, il est un tout petit peu plus subtil et il nécessite un tout petit peu plus de discussion. Et puis ensuite, vous avez la barre orange. Alors celle-là, elle est beaucoup plus claire. C'est les jeunes qui sont ni en études ni en emploi. Et vous voyez que, par exemple, par rapport à l'Allemagne, donc elle est négative dans les deux cas, c'est presque zéro dans le cas du Royaume-Uni, mais c'est quand même plus important dans le cas de l'Allemagne. Et donc ça veut dire qu'il y a moins de jeunes en Allemagne qu'en France qui sont ni en études ni en emploi. Et ça, l'interprétation de ça, c'est très clair parce que des jeunes qui sont ni en études ni en emploi, c'est forcément pas très bien, parce que ça veut dire qu'ils sont soit au chômage, soit on ne sait pas ce qu'ils font, mais de toute façon, voilà, c'est pas une situation désirable. Donc, très clairement, enfin en tout cas pour les politiques publiques, il y a un objectif qui est incontestable, ça serait celui de faire en sorte que la France ne soit plus mauvais élève, on va dire, en termes de ce qu'on appelle les NEET, c'est-à-dire les jeunes ni en études ni en emploi. Donc ça, c'était un premier approfondissement du constat. Alors ensuite, comme je vous ai dit, il y a donc l'interprétation de ce taux d'emploi plus faible, elle n'est pas totalement évidente, etc. Mais il y a quand même un constat il y a deux constats donc, qui sont clairement négatifs. C'est celui sur la barre orange dont on vient de parler. Et puis, c'est un autre qui est montré ici sur ce graphique. Ça, c'est le taux d'insertion des jeunes qui ont fini leurs études. Et encore une fois, la France est en bleu et vous voyez l'Allemagne et le Royaume-Uni respectivement en jaune et en orange. Donc très clairement, là vous voyez que la courbe bleue est en dessous, ça veut dire que le taux d'insertion pour des jeunes qui ont fini leurs études, donc là on n'est pas en train de parler de cumul études-emploi, etc., mais vraiment des personnes qui ont fini leurs études et qui cherchent à s'insérer sur le marché du travail, le taux d'emploi est plus faible, ça signifie que on s'insère plus difficilement, les études débouchent moins facilement moins rapidement sur un premier emploi, et donc ça c'est très, très clairement un problème spécifique à la France qu'il faut régler. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé de faire cette session sur le passage crucial de l'école à l'emploi. Donc je vais maintenant passer la parole à Julien qui va nous parler un peu justement de ce qu'on peut savoir en termes du système éducatif pour mieux comprendre ces phénomènes. Et puis ensuite Arnaud, et je reviendrai pour ma part sur les politiques de l'emploi dans un troisième temps. Merci beaucoup Alexandra pour cette introduction. Et effectivement, dans ma présentation, je vais plutôt insister sur la partie système éducatif, formation, où il y a un certain nombre de freins justement qui peuvent expliquer en partie les mauvaises performances de la France du point de vue de l'insertion professionnelle, notamment en début de carrière. Et puis ensuite, effectivement, on pourra se centrer davantage sur vraiment le lien école-emploi. Je crois qu'Arnaud, justement, va parler d'un dispositif qui a fait ses preuves. Et Alexandra insistera sans doute davantage sur les aspects marché du travail et les blocages qui existent là. Donc, peut-être un point quand même avant, pour tempérer un petit peu la sinistrose qu'on peut ressentir en regardant les graphiques d'Alexandra. Le premier point, c'est quand même qu'il y a eu des grands progrès du point de vue de l'accès à la formation en France, l'accès au diplôme. Au cours des dernières décennies, l'une des évolutions les plus frappantes, c'est le taux d'accès au baccalauréat, qui est représenté ici sur ce graphique, où on remonte jusqu'aux années 70, et on distingue la part des élèves, la part d'une génération qui accède au bac en fonction du type de bac, général, technologique, professionnel. Et ce qui est intéressant de constater sur ce graphique, c'est qu'on est quand même passé de 20% d'accès au bac à presque 80% aujourd'hui. Alors on pourra revenir ensuite sur les conséquences éventuelles sur la qualité de la formation, mais
ce qui est important de constater, c'est qu'il y a eu une première phase de démocratisation, une forte accélération entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, à travers une augmentation de l'accès au bac général, l'expansion du bac technologique et la création du bac professionnel. Mais ensuite, pendant presque 20 ans, ça a stagné. Et vous voyez toute cette partie entre 1994 et 2008, il ne s'est absolument rien passé. C'est resté totalement plat, autour de 60% d'accès au bac. Et c'est en fait assez récemment qu'il y a eu un déblocage et qui est intégralement dû à une réforme qui est un peu passée sous les radars, mais qui a vraiment des conséquences très importantes qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de ces questions d'insertion des jeunes, c'est la réforme du bac professionnel, la réforme de la voie professionnelle. Et vous voyez cette augmentation de quasiment 10 points de pourcentage autour des années 2010. Et cette augmentation, alors elle est liée au fait que auparavant, pour avoir le bac pro, en fait, c'était des études qui duraient 4 ans après la troisième. Il fallait faire un BEP et enchaîner avec une première et une terminale professionnelle. Ce cursus a été remplacé par un cursus en 3 ans, comme dans la voie générale, où on rentre en seconde pro, puis de première pro, puis une terminale pro. Et ça, en l'espace de quelques années, ça a fait qu'il y a à peu près 70 000 jeunes par an de plus qui ont le bac. Ce n'est pas un petit effet, parce que c'est 10% d'une génération chaque année maintenant qui a le bac et qui ne l'avait pas avant cette réforme. Et ça, évidemment, ça s'est traduit par un afflux de nouveaux étudiants dans l'enseignement supérieur, parce que le bac professionnel, c'est un passeport pour l'enseignement supérieur, alors que le BEP ne permettait pas de s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Donc il faut avoir cette réforme à l'esprit quand on regarde un peu les évolutions de long terme. Et quand on va réfléchir aussi au blocage qui existe du côté de l'offre de formation, la grande question, bien sûr, c'est est-ce que l'offre de formation s'est adaptée au profil de ces élèves, à leurs attentes et j'y reviendrai, en fait, pour plus ou moins répondre que pas vraiment. Ces progrès, on peut aussi les noter alors, des deux côtés un peu du spectre. À gauche, sur le graphique de gauche, est représentée la part des 18-24 ans qu'on peut appeler les décrocheurs ou les sortants précoces du système éducatif. Donc, c'est les jeunes qui sont sortis du système scolaire sans diplôme ou juste avec le brevet. On voit qu'il y a quand même eu une diminution très considérable. On était à 40% à la fin des années 70. On est passé à peu près à 7,5% aujourd'hui. Alors, la décrue s'est ralentie, mais ça continue à baisser. Il y a eu un palier un peu dans les années 2000, et puis ça continue à baisser. Donc, il y a quand même eu des progrès en matière de réduction du décrochage scolaire, qui est effectivement très important quand on pense aux questions de l'insertion, parce qu'on va voir que c'est cette population-là en particulier qui contribue massivement au problème d'insertion. C'est elle qui fait face aux plus grandes difficultés pour s'insérer sur le marché du travail. Donc, c'est évidemment un objectif prioritaire pour le système éducatif que d'élever le niveau de formation de cette catégorie de jeunes. Et puis, à l'autre bout du spectre des études, la part des diplômés de l'enseignement supérieur qu'on voit sur le graphique de droite, on voit que, en lien avec la stagnation du bac que je vous ai montré avant, toutes les années 90-2000, ça ne bougeait pas du tout. Effectivement, dans le supérieur, la part des jeunes qui accédaient à un diplôme du supérieur, elle a stagné aussi pendant les années 2000, et donc c'était autour de 40%. Et puis ça s'est débloqué en lien notamment avec la réforme de la voie pro, et on arrive aujourd'hui à des taux supérieur à 50%, donc il y a plus d'une personne sur deux qui accède à un diplôme d'enseignement supérieur. Et de façon peut-être un peu paradoxale, on distingue ici les cursus généraux du supérieur, type licence, et les cursus professionnalisants, type BTS, DUT, qui aujourd'hui s'appelle BUT. Et on voit qu'en fait, cette croissance, elle a été tirée principalement par la voie des études longues, pas des études professionnalisantes. Ce qui n'est pas forcément un très bon signe, étant donné que le public qui a beaucoup tiré cette croissance de l'accès au supérieur, en fait, est un public qui est plutôt issu de la voie professionnelle ou technologique, et pour lequel, effectivement, qui souhaite plutôt poursuivre dans la voie professionnalisante dans le supérieur. Donc là, il peut y avoir un problème de mauvaise adéquation. Et on reviendra sur ce diagnostic un peu plus tard. Ça s'est même réduit, alors c'est en lien avec l'apprentissage aussi qui se développe, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur l'évolution de l'accès à la formation, donc plutôt une tendance positive. Alors maintenant, les mauvaises nouvelles,
il y en a plusieurs. Il y en a une particulièrement, c'est que les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur en France sont en fait restées très marquées, très élevées. Alors ce graphique, en fait, on ne l'avait pas pendant des années parce qu'il n'était pas possible de faire le lien entre le revenu des parents et le taux d'accès à l'enseignement supérieur. On l'avait en fonction de l'origine sociale. Et ça ne permettait pas des comparaisons internationales. Donc récemment, il y a une note de Cécile Bonneau et Sébastien Grosbon qui a permis de faire ce travail pour la première fois en France, qui consiste à classer les jeunes en fonction du décile de revenus de les parents. Donc les barres à gauche, D1, c'est les 10%, c'est les jeunes qui font partie des 10% des ménages les plus pauvres du point de vue de leurs revenus. À droite, c'est les 10% les plus riches, et vous voyez les écarts de taux d'accès au supérieur absolument considérables, où parmi les 10% les plus pauvres, c'est autour de 30% d'accès au supérieur. Dans la partie haute, dans les 10% les plus riches, c'est plutôt 90%. Et alors, ce qui est encore plus surprenant, c'est quand on compare la France et les États-Unis, vous voyez que le niveau d'inégalité d'accès à l'enseignement supérieur en France est quasiment identique. On ne voit pas de différence. C'est 3 fois plus parmi les 10% les plus riches que les 10% les plus pauvres. Ce qui interroge évidemment, parce que ce n'est pas du tout conforme à ce qu'on peut avoir à l'esprit en se disant oui, mais les études supérieures sont quasi gratuites en France. Aux États-Unis, il y a des frais de scolarité énormes, donc il y a des inégalités énormes par ailleurs. Donc comment c'est possible ? Eh bien, c'est un des problèmes du système éducatif français qui est que malgré la gratuité de façade de l'enseignement supérieur, il y a des inégalités extrêmement fortes qui perdurent dans l'accès aux études, en particulier qui sont liées à pas mal de facteurs. Le coût des études reste élevé même s'il n'y a pas de frais de scolarité, il faut payer son logement, sa nourriture. Il y a des inégalités très marquées dans la réussite éducative en fonction de l'origine sociale dans le second degré, donc au collège, au lycée. Et en fait, tout ça se traduit par ces inégalités qui sont importantes à avoir en tête parce que les difficultés d'insertion, elles vont être très concentrées dans la partie basse de cette distribution. Donc les jeunes issus des ménages les plus défavorisés sont ceux qui vont être les plus soumis à ces difficultés d'insertion. Et donc, il y a un enjeu, évidemment, qui émerge de tout ça, c'est comment élever le niveau de formation de ces jeunes qui font face à énormément d'obstacles quand il s'agit d'accéder aux études supérieures. Et ce graphique-là confirme que le diplôme reste la meilleure protection contre le chômage. Et donc, on ne peut pas ignorer la question de la formation quand on pense aux difficultés d'insertion. Donc, ce graphique, il vous compare les taux de chômage des jeunes en sortie de formation initiale, qui sont sortis depuis 1 à 4 ans, en fonction de leur dernier diplôme. Soit pas de diplôme ou brevet des collèges, c'est ce que j'avais présenté avant comme les sortants précoces, CAP, BEP ou bac, et enfin diplôme du supérieur. Et on voit que le taux de chômage des jeunes qui sortent de formation sans diplôme ou juste avec les brevets, il est 4 fois supérieur à celui des diplômés du supérieur. Il est 2 fois plus élevé que ceux qui sortent avec un niveau, lycée, enfin formation du secondaire, diplôme du secondaire. Et autre chose d'intéressant, c'est que malgré la démocratisation de l'accès aux études supérieures, on ne voit pas la protection offerte par le diplôme du supérieur baisser. C'est-à-dire que si vous allez dans un relais H, comme j'ai fait tout à l'heure, vous verrez, il y a des bouquins qui traînent sur le comptoir du style « Arrêtez de faire des études ». Voilà, j'ai vu ça. Il y a tout un discours sur le fait que les études, en fait c'est qu'un déplacement des inégalités et finalement, ça ne sert à rien de faire des études. Sur le marché du travail, ça n'apporte pas grand-chose. Apprenez plutôt sur ChatGPT. En gros, c'était un peu ça le discours. On voit que quand même, quand on regarde les statistiques un peu dures sur 40 ans, ce n'est pas le cas. La protection du point de vue du taux d'accès à l'emploi, et c'est vrai aussi du point de vue des salaires relatifs, c'est-à-dire le salaire de quelqu'un qui a une licence ou qui a un master versus le bac, l'écart s'est pas réduit. Pareil pour ceux qui ont un bac versus juste le brevet, pareil, ça reste constant. Donc ça reste quand même un objectif très important à atteindre si on veut favoriser l'insertion des jeunes, c'est de permettre une élévation du niveau de formation. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il y a comme obstacle dans la réalisation de cet objectif ? Moi, j'identifie 3 du point de vue de la formation. Il y en a plein d'autres sur le marché du travail, mais du point de vue de la formation, il y a un premier point assez basique, mais qui me semble important de rappeler, c'est qu'il y a une question de moyens. C'est-à-dire combien on met dans l'éducation en France, qu'est-ce qu'on peut espérer étant donné ce qu'on met comme ressources financières.
2, il y a des freins qui sont plutôt du côté de la demande de formation, du côté des étudiants, des jeunes, dans des freins, des obstacles à la poursuite d'études. Et puis après, il y a des problèmes qui sont plutôt du côté de l'offre de formation, qui n'est pas conforme aux attentes des jeunes et qui est aussi pas en adéquation avec les besoins du marché du travail, qui évolue peu. Et il y a un certain nombre de diagnostics qui ont été faits qui permettent quand même d'envisager des pistes pour améliorer la situation. Donc, premier point, la question des moyens. Alors, officiellement, quand on regarde en comparaison internationale, sur le graphique de gauche, la dépense, alors plus généralement, avant même de regarder ces graphiques, la part du produit intérieur brut de la richesse nationale qui est consacrée à la dépense d'éducation en France, en comparaison internationale, donc c'est 5,4% du PIB. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, c'est 4,9%. Donc en fait, on est au-dessus de la moyenne de l'OCDE, officiellement, en termes de ce qu'on consacre à l'éducation. Alors, je précise, ce n'est pas que les dépenses publiques, c'est l'ensemble des dépenses, y compris privées. Mais il y a un petit souci qui a été soulevé récemment par l'Institut des politiques publiques, qui a fait une étude à ce sujet, qui est, sans rentrer dans le détail technique des choses, mais la manière dont on prend en compte les dépenses de retraite, le financement des retraites des fonctionnaires, tend à gonfler artificiellement la dépense d'éducation. Pour le dire simplement, les taux de cotisation qui sont de retraite qui sont affichés pour les fonctionnaires, c'est 78% du salaire brut. Dans le privé, c'est plutôt 17%, parce qu'il y a une partie de ces cotisations qui sont en fait là pour financer le déficit démographique du régime des fonctionnaires, le fait qu'il y a beaucoup moins de fonctionnaires en activité aujourd'hui par rapport au nombre de fonctionnaires retraités. Et en fait, on fait peser ça sur les dépenses les budgets des différents ministères. Notre façon de dire, c'est une partie des dépenses d'éducation en France finance par exemple les retraites des retraités de la Poste ou de France Télécom, qui sont aujourd'hui des entreprises privées, pour lesquelles il n'y a plus de cotisants fonctionnaires pour payer les retraites des fonctionnaires, des anciens fonctionnaires de ces entreprises. Donc, on les fait payer par les différents ministères plutôt que les mettre dans un compte séparé. Et on appelle ça de la dépense d'éducation. Ce n'est pas de la dépense d'éducation. Quand on fait la correction pour cette norme comptable très discutable et qui est aujourd'hui discutée dans les débats budgétaires à l'Assemblée, en fait, ça conduit à réviser pas mal la dépense d'éducation. On est plutôt 10% plus faible que ce qui est affiché dans les comparaisons internationales. C'est particulièrement vrai à l'école élémentaire. On dépense beaucoup moins. On est parmi les plus mauvais élèves de la classe. Mais c'est vrai aussi dans le supérieur où, en fait, on passe en dessous de la moyenne de l'OCDE. On le voit sur le graphique de gauche. On perd plusieurs places. Et on est assez loin, finalement, de pays comme les pays du Nord, même le Royaume-Uni, l'Allemagne, en termes de dépenses par étudiant. Autre constat inquiétant, sur le graphique de droite, on a eu, la courbe bleue montre l'évolution des effectifs étudiants depuis 2000. Ils ont explosé. Il y a vraiment une énorme augmentation, ce qui est plutôt une bonne chose, du nombre d'étudiants. Ça a cru de 40% sur les 20 dernières années, en lien avec la démocratisation du bac, de l'accès aux études supérieures, et aussi des facteurs démographiques. Il y avait des cohortes plus nombreuses. Et la dépense par étudiant, elle n'a pas suivi. C'est-à-dire que oui, la dépense dans l'enseignement supérieur elle a augmenté, mais pas assez par rapport à cette augmentation des flux. Et depuis 2008, la dépense par étudiant dans le supérieur ne cesse de baisser. Elle a baissé, là, au cours des 15 dernières années, d'à peu près 10%. Et ça, c'est l'ensemble de la dépense publique-privée. Quand on prend que le public, c'est 20% de moins sur les 15 dernières années. Et c'est évidemment, ça a des conséquences désastreuses, puisque ça veut dire quoi, moins de dépenses par étudiant? Ça veut dire, par exemple, on n'embauche pas d'enseignants dans les universités. Ça veut dire des taux d'encadrement des étudiants très faibles en licence. Ça veut dire des conditions d'apprentissage pas bonnes. Ça veut dire une formation dégradée dans sa qualité. Et donc ça, c'est un constat quand même assez négatif. La question des moyens, elle reste quand même assez centrale et on ne peut pas dire que ces dernières années, on ait fait beaucoup de progrès de ce point de vue-là. Point numéro 1. Ensuite, si on passe... alors, l'autre chose, c'est que c'est une question de moyens, puis il y a une question de répartition des moyens. Alors, ce graphique qui a été proposé dans une note du CAE, il est très intéressant parce qu'il vous montre que derrière la dépense moyenne par étudiant, qui est à peu près 13 000 €, voilà, une année d'études supérieures, c'est à peu près 13 000 € en coût pour les filles, globalement. En fait, ça masque une très forte hétérogénéité selon les formations. Sur l'axe des abscisses, donc en bas, vous avez le coût par étudiant selon les différents types de formations et en ordonnée le taux de réussite associé.
Et on voit qu'il y a une relation assez clairement positive entre les deux. Les licences, par étudiant, ça coûte à peu près 3 700 euros. Les classes prépa, ça coûte 14 000 euros par étudiant. Entre les deux, on a les masters, les DUT, les sections de technicien supérieur qui sont beaucoup plus chères, hein, ces formations professionnelles, que les formations de licence qui, je rappelle, accueillent un étudiant sur deux en première année. Et il y a un lien, alors évidemment, qui n'explique pas tout. Il y a aussi quels étudiants vont dans quel type de formation pour expliquer les taux de réussite. Mais les formations qui coûtent le moins cher, c'est aussi celles où la réussite est faible. Et particulièrement en licence, où les taux d'échec en première année sont considérables et le taux d'accès à la licence ne dépasse pas 40% en 3 ans. Donc il n'y a que 40% des étudiants inscrits en licence qui ont leur licence en 3 ans. Non, même 1 tiers. Et ça monte à 40% quand on dit accès à la licence en 4 ans. Donc là, on a aussi un sujet de répartition des moyens et finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de formation, de qualité de formation où on a investi aussi peu, on a des taux d'encadrement aussi mauvais. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui commencent des études supérieures qui ne les finissent pas, en partie du fait de ces problèmes de moyens et de leur répartition. J'en viens au deuxième ensemble de facteurs qui sont à mon sens très importants pour expliquer ces freins à l'accès à l'emploi des jeunes. C'est tout ce qui va concerner le choix ou non de poursuivre des études. Pourquoi il y a beaucoup d'élèves, de jeunes qui ne poursuivent pas d'études supérieures? Eh bien, il y a plusieurs types de barrières. Des barrières géographiques qui tiennent au fait que l'offre de formation elle n'est pas très bien répartie sur le territoire. Il y a des jeunes qui sont très loin de toute offre de formation. Il y a un rapport du comité éthique de Parcoursup qui est très intéressant, le dernier, qui montre qu'il y a à peu près 2 jeunes sur 10, enfin 20% des inscrits sur Parcoursup habitent à plus de 80 km d'une offre de formation un peu diversifiée. Et en face de ça, il n'y a pas beaucoup d'aides financières qui ont été mises en place pour favoriser la mobilité. Il y a des bourses qui existent aujourd'hui si on veut étudier dans une autre académie que son académie d'origine, mais c'est 500 euros par an, c'est pas beaucoup. Et la plupart des aides sont réservées aux étudiants en master. Autre barrière géographique, par exemple, pour les étudiants qui veulent faire des formations supérieures professionnelles comme un BTS, il n'y a pas de place en internat. Les places en internat des lycées sont uniquement réservées aux classes préparatoires. Ils sont plutôt plus favorisés socialement. En BTS, il n'y a pas de place en internat ou très peu. Aussi, ça c'est un frein considérable pour beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas aller étudier en ville, se louer un studio, et même avec les aides, ce ne sera pas suffisant. Les barrières financières viennent renforcer ces barrières géographiques. Les études supérieures, ça coûte cher, il faut payer son logement, sa nourriture, les transports. Et les bourses qui existent, les bourses sur critères sociaux, eh bien, leur montant reste quand même assez limité par rapport au coût de la vie. Le montant max des bourses, c'est de l'ordre de 633 euros par mois, quelque chose comme ça. L'Observatoire de la vie étudiante évalue le coût d'une année d'études supérieures moyenne à budget étudiant moyen, c'était 1 200 euros par étudiant, donc ça ne couvre vraiment pas. Et derrière, il y a des conséquences assez lourdes. Quand on interroge les jeunes dans le supérieur, il y a 13% qui déclarent qu'ils ne mangent pas à leur faim, et on se souvient tous des images de jeunes qui vont à la soupe populaire. Un tiers déclarent avoir renoncé au moins une fois aux soins en raison de contraintes financières, aux soins de santé. Donc, il y a un enjeu là de barrières financières très fortes qui freinent l'accès aux études supérieures, malgré leur gratuité ou leur quasi-gratuité du point de vue des frais de scolarité. Il y a des freins psychosociaux qui ont été bien documentés dans la littérature, le poids des stéréotypes, de l'autocensure, le fait que beaucoup de jeunes sous-évaluent leurs compétences, pareil quand ils sont de milieux défavorisés. Et à niveau scolaire égal, on ne fait pas les mêmes choix. Ça a été très bien documenté dans la littérature, et avec aussi des types d'interventions qui fonctionnent assez bien, s'appuyant sur des rôles modèles ou bien donner de l'information aux étudiants aux élèves, aux lycéens par exemple, sur leur niveau réel, en disant vous pensez être à peu près où, ça a été fait dans Parcoursup, vous pensez être à peu près où par rapport aux autres candidats, vous êtes à peu près à la moyenne, vous êtes au-dessus, etc. On voit que les jeunes de milieux défavorisés et les femmes en fait se sous-évaluent beaucoup, et puis quand on leur donne l'information, en fait, ça change pas mal leur choix, il y a des choix plus ambitieux qui sont formulés, donc c'est le type d'intervention qui peut être intéressant. Et puis, il y a un problème d'information en France quand même assez considérable sur les études supérieures. L'offre de formation, elle n'est pas très lisible.
Et même s'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années dans le fait de donner de l'information sur les débouchés professionnels, le salaire moyen de sortie, le taux d'emploi, ça commence à arriver. On utilise encore très peu les données très riches dont on dispose pourtant sur calculer justement les taux d'insertion et donner cette information aux jeunes avant qu'ils se lancent justement pour les informer dans leur choix. Ça reste encore limité. Et l'orientation scolaire qui devrait jouer son rôle ici, elle est encore assez problématique parce qu'il y a énormément d'acteurs impliqués, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'orientation, professeurs principaux, mais qui ont tous une information assez parcellaire sur l'écosystème du supérieur qui dialogue assez peu avec l'enseignement secondaire. Donc ça, c'est des freins qui existent du côté de on va dire, de la demande d'études, la poursuite d'études, puis il y a aussi des freins du côté de l'offre de formation. Du côté de l'offre de formation, la première chose à noter, c'est qu'il y a une énorme variabilité des taux d'insertion. Alors évidemment, entre types de diplômes, il y a des diplômes pour lesquels les diplômés s'insèrent beaucoup mieux, ont des taux d'emploi plus élevés. Mais c'est vrai aussi pour un même diplôme entre établissements. Par exemple, entre différents lycées professionnels pour la même spécialité de bac pro, il y a des taux d'insertion très différents qui vont dépendre évidemment en partie du marché du travail local, mais aussi de la qualité de la formation telle qu'elle est proposée dans ce lycée en particulier. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a un premier problème qui est celui de l'adéquation entre l'offre de formation et le profil et les aspirations des jeunes. Une chose intéressante à noter, c'est qu'il y a il y a beaucoup d'élèves, notamment dans les lycées professionnels, qui sont orientés dans les formations qui ne souhaitent pas et qui ont des mauvais débouchés professionnels. Ils auraient voulu aller dans une formation avec des très bons débouchés. Il n'y avait pas assez de place, ils se retrouvent dans des mauvais débouchés. Ça, c'est une absurdité du point de vue de l'offre de formation. S'il y a des très bons débouchés professionnels, augmentons la capacité de ces formations. Et c'est assez bien illustré par ce petit graphique qui montre deux choses. Pour les différentes spécialités de CAP au lycée, on compare le taux de pression en abscisse, c'est-à-dire le taux de pression, c'est le nombre de candidats pour une place dans ce CAP, et en ordonnée, le taux d'emploi parmi les jeunes qui font ce CAP. Donc les formations en vert, c'est celles où il y a beaucoup d'étudiants qui demandent, beaucoup de jeunes qui voudraient y aller, mais le taux de pression il est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place pour tous les accueillir, il y en a plein qui sont refusés, alors même qu'il y a des très bons taux d'emploi. Alors ça va concerner des métiers type conducteur routier, conducteur d'engins, travaux publics, mais aussi boulanger par exemple. Voilà, c'est des formations où il y a de l'emploi derrière. Et à l'inverse, il y a des jeunes qui se retrouvent dans des formations qui ne demandent pas vraiment. Métier du pressing, par exemple, tout en bas à gauche, ou métier de la mode, vêtements flous. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, mais c'est des formations où il y a des taux d'insertion très mauvais, 20% de taux d'emploi à la sortie, et pour lesquels il n'y a pas forcément une très forte demande des jeunes, mais ils y vont. On les place là parce qu'il n'y a pas de place dans les formations où il y a des bons débouchés. Ça, c'est quand même assez absurde du point de vue de la gestion de l'offre de formation. C'est pareil dans le supérieur. Je vous ai parlé de la démocratisation du bac pro, plus 70 000 jeunes par an qui ont le bac pro. Et ensuite, derrière, logiquement, ce que souhaitent faire les jeunes qui ont un bac professionnel, c'est un BTS. Mais on n'a pas du tout augmenté les places en BTS, ou très peu. Et donc, ça a conduit énormément de ces jeunes bacheliers professionnels à être admis, malgré eux, en licence, alors qu'ils souhaitent faire un BTS. Or, le taux de réussite d'un bachelier professionnel en licence, c'est 6%. Donc là aussi, énorme gâchis. On n'a pas adapté l'offre de formation au profil des jeunes, à leurs souhaits, et avec des BTS qui offrent des très bons débouchés aux bacheliers professionnels quand ils sont admis. Et puis, il y a un défaut, non seulement avec le profil des jeunes, d'adéquation, mais aussi avec les besoins du marché du travail. L'offre de formation, elle évolue très très peu d'une année sur l'autre, alors même que les besoins du marché du travail, eux, ils changent beaucoup. Et il y a tout un tas de secteurs pour lesquels il y a des tensions très fortes sur le marché du travail, notamment dans tout ce qui est la production, l'industrie, où il y a énormément de besoins et pas assez de formation. Et là encore, on se sert trop peu des données pour piloter ça, pour dire où est-ce qu'il faudrait ouvrir de nouvelles formations, où est-ce qu'il y a des bassins d'emploi porteurs, là où il faudra en fermer parce que les débouchés sont très mauvais. Voilà. Et je finirai juste par évoquer une réforme qui a été mise en place et qui est intéressante parce qu'elle a essayé d'adapter l'offre de formation au profil des jeunes et aux besoins du marché du travail, le développement de l'apprentissage à partir de 2018. Donc, cette réforme, elle a conduit à une augmentation considérable du nombre de jeunes qui passent un diplôme en apprenti, c'est-à-dire en alternance dans un centre de formation des apprentis et en entreprise plutôt qu'être
ce qu'on appelle scolaires, c'est-à-dire inscrits dans un lycée professionnel ou dans un BTS à l'université, dans une section de technicien supérieur. Et on voit que le nombre d'apprentis est passé d'environ 300 000 à 1 million. Voilà, on a 1 million d'apprentis aujourd'hui. Donc c'est une réforme qui a été pensée aussi pour essayer de lever ces freins et permettre de faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Alors malheureusement, on n'a pas encore assez de recul pour tout à fait juger des effets de cette réforme. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a quelques questionnements sur l'intérêt d'avoir développé autant l'apprentissage dans le supérieur, sachant que beaucoup d'études internationales suggèrent que l'apprentissage, ça marche plutôt bien, mais plutôt au niveau du lycée, parce que dans le supérieur, les jeunes qui vont en apprentissage, en fait, ils avaient d'autres possibilités. Enfin, c'est pas là que se jouent les problèmes d'insertion les plus forts, mais ça reste à confirmer ou non à partir de données. Et voilà, la réforme, elle est trop récente pour avoir beaucoup de recul là-dessus. Mais c'est une des grandes transformations récentes qui sera intéressante de suivre à l'avenir. Merci beaucoup et je passe la parole à Arnaud. Alors, c'est allumé. Parfait. On va attendre les slides. Bonjour à toutes et tous, merci. Donc je suis Arnaud Largy. Moi je vais vous parler d'un objet plus précis. Là on a eu des lectures plus macro et plus générales. Je vais parler d'un tout petit objet qui est peut-être une petite pierre à l'édifice de la résolution des enjeux qui viennent d'être évoqués. C'est une expérimentation qui s'appelle Avenir Pro, qui a été menée depuis 2020 donc par Pierre Cahuc, Jérémy Hervelin, Arne Oulendorf et moi-même. Et cette expé, en fait, elle consiste, en 2 mots avant de vous présenter le détail, à tester, évaluer ce que donne un accompagnement des élèves de Bac Pro, donc de Terminal Bac Pro, les CAP, et des élèves du lycée professionnel, donc terminal, dernière année de CAP ou Terminal Bac Pro, leur accompagnement par des professionnels de l'emploi, à savoir des conseillers de France Travail, anciennement Pôle emploi. Et donc l'idée, c'est de voir si cet accompagnement pendant l'année de terminale des élèves de Bac Pro et de CAP qui désirent trouver un travail à l'issue de leur année de terminale a un effet concret ou non. Donc je vais vous présenter les résultats qu'on a trouvés, puis ça sera aussi l'occasion de présenter à quoi ressemble une expérimentation en économie. Je vois qu'il y a beaucoup d'élèves, si jamais ça vous donne envie de faire de l'économie expérimentale, on ne sait jamais. Alors, donc, d'abord, les constats qui ont poussé à lancer cette expérimentation. Donc, comme on l'a dit, pour les lycéens professionnels, les perspectives d'emploi peuvent être assez complexes, même si on a vu que ça dépendait énormément des filières. Mais enfin, au global, il y a seulement 35% des élèves qui sont en emploi 1 an après leur sortie de lycée pro. Parmi ceux qui ne poursuivent pas d'études supérieures, évidemment. Donc parmi ceux qui veulent trouver un travail, il y en a seulement 35% qui, 1 an après, ont un emploi. Alors la question, c'est comment faire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on parlait tout à l'heure des NEET, donc ni en emploi ni en formation. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une grande partie des élèves de lycée pro, quand ils sont diplômés, ils ont quasiment tous leur diplôme. Il y a à peu près 90-95% de réussite au diplôme, que ce soit pour les CAP et les Bac Pro. Mais une fois qu'ils ont leur diplôme, en fait, ils se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes. Il y a l'été qui passe, et puis après, ils ne trouvent pas vraiment tout de suite de travail. Soit qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, soit que le marché du travail fait qu'il y a un blocage. Et le résultat, c'est qu'en fait, ils passent 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an en étant ni en formation, ni en emploi. Or, ça a des conséquences, puisqu'on sait que le plus longtemps on est sans travail, le plus difficile, c'est ensuite pour en trouver un. L'employabilité diminue à mesure que le temps de non-emploi est long. Alors, quelle solution pour éviter cette période, en tout cas pour réduire cette période de non-activité et pour accélérer l'insertion professionnelle? On pourrait penser à l'apprentissage, mais il y a des limites, comme on vient de l'évoquer. D'abord, il faut savoir que il y a on va dire un biais de sélection, c'est-à-dire que les élèves qui vont en apprentissage, donc effectivement les élèves qui sortent d'apprentissage, ils ont un taux d'emploi qui est supérieur de 20 points de pourcentage. Donc, il y a un vrai avantage à faire apprenti, mais il faut rappeler qu'il y a un biais de sélection, c'est-à-dire qu'en moyenne, les élèves qui vont vers l'apprentissage sont en moyenne
des meilleurs élèves, c'est-à-dire qui avaient des meilleurs résultats scolaires, et c'est des élèves qui viennent de familles, de catégories socio-professionnelles un peu plus aisées, donc qui ont sans doute de meilleurs réseaux, etc. Et en fait, quand on compare toutes choses égales par ailleurs, l'écart commence à se réduire un peu. Et puis, une deuxième chose, c'est que cet avantage, il n'est valable que pour les apprentis qui sont embauchés dans leur entreprise, dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage. Pour ceux qui sortent de l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage, ils n'ont plus aucun avantage dans leur accession à l'emploi par rapport aux élèves qui n'ont pas fait d'apprentissage du tout. Donc on voit bien qu'en fait, il ne suffirait pas de tripler le nombre d'apprentis pour subitement tout résoudre. Et donc, on s'est inspiré de pratiques qui existaient à l'étranger, notamment au Japon, en Allemagne, où le service public de l'emploi de ces pays intervient pendant la dernière année d'études en lycée pro pour commencer à anticiper la recherche d'emploi et préparer les élèves, qui le souhaitent évidemment, à cette recherche d'emploi. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire en France. L'idée, donc, c'est une intervention en dernière année et que des conseillers de France Travail viennent en deux phases. Une première phase pendant 6 mois, donc de janvier à juin, proposer un accompagnement collectif, c'est-à-dire toute une série d'ateliers thématiques pendant lesquels le conseiller France Travail va, on va dire, préparer les élèves à la recherche d'emploi. Donc, déjà, premièrement, en leur parlant de la situation du marché du travail local et selon leur filière, en leur présentant tous les outils existants pour rechercher un emploi, les techniques de recherche d'emploi, en leur apprenant à faire un CV, une lettre de motivation, ce qu'ils ne savent pas forcément faire, en les entraînant à l'entretien d'embauche, voilà, en faisant des simulations d'entretien d'embauche, et puis en leur apprenant également à valoriser leurs compétences, identifier leurs compétences, et puis enfin en faisant en sorte qu'ils rencontrent directement des recruteurs, dès la fin de l'année, qu'ils puissent être en contact avec des recruteurs du bassin d'emploi local, via des forums d'entreprise ou en faisant venir des recruteurs directement en classe. Et puis une deuxième phase qu'on a voulu tester aussi, qui est vraiment un suivi plus individualisé, où en fait les élèves sont rappelés par le conseiller France Travail pendant l'été et jusqu'à octobre-novembre. Et là, le but du conseiller France Travail, ça va être de ne pas perdre l'élève et de faire en sorte que l'élève ne s'évanouisse pas dans la nature, et le conseiller France Travail va essayer de lui faire des propositions d'offres, de l'inscrire à France Travail, etc., etc. Et donc, on a testé ces deux phases. Donc, l'objectif initial, c'était de faire 20 heures de séances collectives et ensuite qu'il y ait au moins 5 heures d'accompagnement individuel. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans les faits, je passe là-dessus. Voilà. Dans les faits, en fait, il y a eu c'est pas si simple. En fait, on avait imaginé l'expérimentation à l'époque où il y avait eu une réforme, donc en 2018, de l'enseignement professionnel, qui prévoyait cette réforme que tous les élèves de terminale auraient, pendant leur année, 90 heures dédiées à ce qu'on appelle un module d'insertion professionnelle. Et donc, il y aurait 90 heures à remplir avec de l'accompagnement à la recherche d'emploi. En fait, on s'est aperçu que cette réforme avait été mise en place de manière très inégale. Et donc, les lycées dans lesquels on est arrivé, parfois, ils n'avaient pas du tout ce module. Donc, il a fallu trouver des heures, se faufiler dans les emplois du temps déjà très, très contraints des équipes pédagogiques et des élèves. Donc, en réalité, on a plus fait, on va dire, une dizaine d'heures d'intervention pour les élèves qui ont participé. Quelques chiffres, juste, c'était donc 170 établissements traités pour la première année, donc en 21-22, puis le double l'année suivante en 22-23, et on en a rajouté encore 700, cette fois-ci avec un traitement un peu moins intensif par les missions locales en 24. Et donc, à savoir, avant même que je vous présente les résultats, en ce moment même, il a été décidé par le gouvernement, donc depuis 2 ans, de généraliser, d'acter la réussite, on va dire, de ce dispositif et de le généraliser, c'est-à-dire qu'en ce moment même, dans tous les lycées professionnels privés et publics de France, il y a cet accompagnement par les conseillers France Travail qui est en train d'être proposé aux élèves. Alors, si ça a été généralisé, il est important de voir si quand même ça marche. Déjà, un petit mot quand même sur le protocole expérimental. Il s'agit de ce qu'on appelle une expérimentation randomisée contrôlée. Le principe, c'est exactement comme quand on veut tester un médicament ou un vaccin. On a
un groupe d'individus qui bénéficient de l'accompagnement et un groupe d'individus qui n'en bénéficient pas. Et on va comparer l'insertion professionnelle de ces deux groupes. Le principe, c'est que pour que ces deux groupes, pour qu'on puisse vraiment juger de l'efficacité du dispositif, il faut que ces deux groupes soient parfaitement comparables. Donc il faut qu'ils soient tirés au sort. Il ne faut pas qu'on prenne que les volontaires, par exemple. Parce que si on prend que les volontaires, ben on peut se dire que peut-être ils auront une meilleure insertion professionnelle, mais c'est parce qu'ils étaient déjà mieux renseignés, plus motivés, et qu'ils avaient des meilleurs résultats, etc. Donc on tire au sort nos groupes. Donc par exemple ici, on a tiré au sort les lycées participants. Puis on a tiré au sort dans les lycées les classes participantes. Et enfin, dans les classes, pour la phase d'accompagnement individuel, on a retiré parmi les élèves. Donc il y a tous ces tirages au sort qui nous assurent qu'à la fin, on a ce qu'on appelle un groupe traité, c'est-à-dire le groupe des élèves qui va bénéficier du dispositif, et le groupe témoin qui sert juste de comparatif et qui n'en bénéficie pas. Et on a l'assurance, pourquoi c'est très important que ces deux groupes soient comparables, c'est parce que si à la fin du dispositif, après le dispositif, on voit que le groupe traité a une meilleure insertion professionnelle que le groupe témoin, alors on peut dire avec une forme de certitude qu'on peut attribuer cette meilleure insertion au dispositif et pas à d'autres caractéristiques des groupes. Voilà, donc c'est très important pour pouvoir montrer des résultats significatifs. Alors, voilà, donc ça je passe, c'est sur le nombre de lycées, le nombre d'interventions. D'abord, avant de montrer les résultats quantitatifs, donc vraiment les résultats statistiques de la réussite d'insertion professionnelle des élèves qui ont bénéficié, un mot quand même sur les enseignements qualitatifs, parce qu'on a fait passer des enquêtes auprès des gens et puis des entretiens auprès de tous les acteurs investis sur le terrain de cette expérimentation, donc les centaines de conseillers France Travail, les centaines de professeurs, de proviseurs qui ont participé, les élèves aussi, même si on n'a pas pu leur faire passer vraiment d'enquête pour des raisons de partage de données, sécurité des données, c'est des mineurs, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on a eu un très très fort, avant même d'avoir les résultats on va dire scientifiques de réussite, on a eu une très très forte approbation des gens qui mettaient en œuvre cette expérimentation, que ce soit les professeurs, les proviseurs, une écrasante majorité, plus de 95%, voulaient reconduire dans leur lycée le dispositif l'année d'après et encore l'année d'après. Donc il y avait vraiment cette volonté que ça continue. Et tous les acteurs qui ont participé semblaient nous dire en réponse à nos questionnaires que ils étaient assez convaincus du fait que ça répond à un besoin, que c'est utile et que ça fonctionne. À leur avis, ça va fonctionner. Ce qui n'était pas totalement gagné au début, puisque c'était pas courant que France Travail vienne dans un lycée pour intervenir auprès des élèves. Et certains professeurs pouvaient avoir une inquiétude légitime qui était de dire est-ce qu'ils vont vraiment apporter quelque chose que nous on n'apporte pas, et puis est-ce qu'au final tout ça n'est pas un peu une manière de venir dire à des élèves qui en fait comptaient poursuivre leurs études en BTS non, ne poursuivez pas vos études, on vous pousse plutôt sur le marché du travail. Et en fait la consigne était que les conseillers France Travail au contraire ne devaient surtout pas désinciter les élèves à poursuivre leurs études et devaient bien leur dire que ceux qui veulent s'insérer sur le marché du travail, qui ne veulent pas poursuivre leurs études, on leur propose un accompagnement. Voilà. Et donc au final, des équipes pédagogiques qui étaient au début dubitatives, pour certaines, ont très vite été convaincues que ça avait un vrai apport. Pourquoi c'est important ? Et pourquoi il n'y a pas que les résultats quantitatifs qui sont importants ? Pour deux raisons. C'est que les résultats scientifiques statistiques, on les a eus 5 ans après le début de l'expérimentation. Donc, si vous voulez que vous commencez une expérimentation et vous voulez que ça continue l'année d'après et l'année d'après, il faut pouvoir dire à ceux qui décident de mettre ce budget au gouvernement, ok, on n'a pas encore les résultats, mais si vous leur dites on les aura dans 5 ans, il y a de bonnes chances qu'ils disent écoutez, on met tout en pause et on attend 5 ans et on verra, à la limite on reprendra. Ce qui est très risqué parce qu'en général on ne reprend pas. Et donc ce genre d'approbation du terrain fait que ça permet de faire perdurer l'expérimentation en attendant d'avoir des résultats. Parce que quand même, quand on voit des taux d'approbation aussi forts des professeurs, proviseurs, on a tendance à se dire, bon, quand même, ça sent bon, il y a peut-être quelque chose d'intéressant quand même. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important, ces résultats qualitatifs, c'est que même une fois que vous avez démontré
quantitativement avec des chiffres qu'il y avait un effet. Si vous n'avez pas une approbation des gens qui vont vraiment le mettre en place et une conviction, c'est pas gagné que ça suffise de leur dire si, regardez, statistiquement ça marche. Si eux ils sont pas convaincus que ça marche, peut-être que tout ça ne donnera rien. Donc c'est important d'allier les deux dans le contexte. Alors sur les données, donc comment on a fait? En fait, on dispose, il y a une base de données, une base administrative qui s'appelle Inserjeune, qui est faite par la DARES, qui est le service statistique du ministère du Travail, et la DEP, qui est le service statistique de l'Éducation nationale. Et cette base, en fait, elle nous dit en janvier qui suit la diplomation d'un élève, est-ce que oui ou non il a un travail? Voilà. C'est un peu rudimentaire à ce stade, mais en tout cas, ça nous permet même de faire nos recherches. Et donc, on a regardé, est-ce qu'il y avait une différence entre nos élèves traités et nos élèves témoins? Alors, dans ce tableau, il y a tout un tas de chiffres qui ne sont pas intéressants pour nous tout de suite, mais si on se focus sur deux chiffres, c'est le 0,16 qui est en bas à gauche. Le 0,16, c'est le pourcentage d'élèves du groupe témoin qui ont un emploi 6 mois après leur sortie du lycée. Donc ça veut dire 16%. C'est-à-dire que sur 100 élèves qui sortent du lycée en juin, dans notre groupe témoin, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas bénéficié de l'intervention, il y a 16% d'entre eux qui ont un emploi. Je vous rassure, il n'y a pas 84% qui n'ont rien, il y en a quand même 50% qui sont en études en fait. Donc c'est 16%, mais sur en gros 50% qui cherchent un emploi. Et dans notre groupe traité, on s'est rendu compte que ce taux augmentait de 4,5 points de pourcentage. Donc on passe de 0,16 et on ajoute 0,045, le chiffre avec la petite étoile. 4,5 points de pourcentage, ça peut paraître pas énorme, mais par rapport aux 16 dont on part, ça fait quand même une hausse de 28%. Donc on a une hausse de presque 30% du taux d'emploi des jeunes dès lors qu'ils ont bénéficié du dispositif et de l'accompagnement qu'on leur propose. Donc c'est vraiment pas négligeable, c'est un résultat assez important. Et quand on creuse, on s'aperçoit en fait qu'il y a de l'hétérogénéité, c'est-à-dire l'effet n'est pas le même pour tous les profils. Et notamment, on s'est rendu compte que l'effet était surtout tiré par les bacs pro, qui eux ont une hausse de 6,5 points de pourcentage, mais en partant de 18% d'insertion. Donc 36, une hausse de 36%, un taux de croissance de 36%. Ce qui est quand même vraiment remarquable. En revanche, chez les CAP, et ça c'est un résultat qu'on doit encore creuser parce que c'est encore très fragile, on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on commence tout juste à regarder. Mais en tout cas, il semblerait qu'en quoi qu'il arrive, il y a un effet moins fort que chez les bacs pro. Ça peut s'expliquer, ça peut être vrai et ça peut s'expliquer pour tout un tas de raisons. Les publics de CAP sont assez différents des publics de bac pro. Il y a plus d'élèves qui ont des situations familiales ou sociales plus complexes. Il y a des élèves qui ne parlent pas français. Il y a des élèves qui sont en situation de handicap. Donc c'est un public différent. Et donc peut-être que pour ce public de CAP, un accompagnement par un conseiller France Travail dans des ateliers collectifs, c'est pas suffisant. Il y a des blocages et des freins qui sont tellement plus importants que ça ne pourrait potentiellement pas suffire. Voilà. Donc ça reste à creuser, mais potentiellement, il y aurait une différence d'effet entre les CAP et les bacs pro. Et puis, alors, voilà, désolé pour cette photo de graphique affreuse qui a été prise sur un ordinateur juste avant de venir, mais c'est pour vous montrer l'impact que ça pourrait avoir sur les finances publiques. Parce que quand on fait un dispositif, surtout en ce moment, il est toujours intéressant de montrer au gouvernement que non seulement ça a des effets sociaux hyper intéressants, c'est-à-dire donner de l'emploi à des jeunes qu'en cherchent, mais qu'en plus, c'est pas plus mal si en plus on montre que ça coûte pas trop cher. Et ce graphique, ça montre la différence des salaires cumulés sur un mois entre les élèves traités et les élèves témoins, les élèves qui ont eu l'accompagnement et les élèves qui n'en ont pas eu. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit en ordonnée, c'est la différence de salaire. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes à 50, ça veut dire que les élèves traités ont 50 € par mois de plus en salaire brut que les élèves témoins.
Et en abscisse, vous voyez les semaines. Arbitrairement, on dit que la 0, c'est la semaine du mois de janvier de l'année de terminale. Et donc, on voit que les élèves, ils sortent du lycée, donc en juillet, qui est la semaine 26. Voilà, donc pile entre 20 et 30. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que pendant l'année de terminale, il n'y a pas de différence. Voilà. Tant que le dispositif n'a pas été terminé, il n'y a pas de différence entre les traités et les témoins. On est à peu près à 0. Voilà. Ce qui est rassurant parce que ça veut dire qu'on a bien réussi notre randomisation, enfin notre tirage au sort et qu'on a des groupes comparables. Et puis, comme par hasard, quand l'année se termine et que les élèves vont chercher un travail, ben on voit que en moyenne, ils gagnent, on se stabilise autour de 50 €, pardon, pas par mois, par semaine, 50 € par semaine en plus que les élèves qui n'ont pas bénéficié. Ça, c'est pas un effet. Alors attention, ça ne veut pas dire que à travail équivalent pour le même nombre d'heures, ils sont mieux payés. C'est pas un effet être mieux payé. C'est juste le reflet du fait qu'il y a plus d'élèves qui ont un travail. Donc quand on fait la moyenne cumulée sur tout le groupe, bah, ça fait de l'argent, du salaire en plus quand on fait la moyenne. Voilà. Donc c'est juste le reflet du fait qu'ils font plus d'heures, qu'ils ont des emplois plus stables. On pense, je n'ai pas montré les résultats parce que c'est encore en cours de travail, mais il semblerait qu'il y ait un effet par exemple sur le fait que ça améliore le taux de CDI par rapport au taux de CDD et que ça améliore le taux de temps plein par rapport au temps partiel. Et donc, en fait, le calcul est assez vite fait. Si on considère qu'ils gagnent en moyenne 200 € de plus par mois, brut, vous calculez un taux de cotisation, on va dire 25 € par mois qui rentrent en plus dans les caisses de l'État. Or, le coût du dispositif par élève, c'est à peu près 300 €. Donc on voit qu'en fait, si cet effet se maintient, et on voit qu'au fil des mois, il se maintient, en fait, assez vite, le dispositif serait rentabilisé et l'investissement qu'on y met serait rentabilisé par les rentrées de cotisations sociales, TVA, impôts, etc. Voilà, ça paraît secondaire. Après tout, on pourrait se dire l'objectif, c'est avant tout d'aider des jeunes à trouver du travail, mais dans le contexte, c'est toujours mieux de dire que c'est indolore pour les finances publiques, voire même bénéfique. Voilà, et puis peut-être juste un mot. Donc, voilà, juste pour terminer, on avait fait une autre expérimentation en parallèle, en première année, qui était exactement la même chose, mais au lieu que ça soit des conseillers France Travail, c'était des conseillers du Mando, qui est une filiale d'Adecco, donc un acteur privé. On voulait comparer pour voir s'il y avait une différence finalement entre privé et public. C'était une intervention plus light, plus légère, un peu moins d'ateliers, moins d'heures. Et pas d'accompagnement individuel après forcément. Et étonnamment, on a trouvé des résultats assez similaires. Voilà, malgré que l'accompagnement était plus léger. Donc ça, c'est un point intéressant aussi qu'on doit encore creuser pour comprendre pourquoi finalement, quelles sont les raisons qui font qu'on trouve, qu'il y a cet effet, alors même que c'est pas tout à fait le même accompagnement. Voilà. Merci. Merci beaucoup Arnaud. Alors avant, je vais juste faire quelques petites remarques et ensuite on va pouvoir avoir un échange avec vous. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions par SMS au 07 67 99 79 57. J'en ai déjà reçu certaines et on va les traiter très, très prochainement. Donc juste quelques petites remarques. On a eu un panorama très complet et très précis, voilà, à la fois sur le système éducatif et puis sur ce qu'on peut faire pour aider plus spécifiquement les lycéens professionnels qui sont ceux qui subissent malheureusement le plus les difficultés d'insertion. Je voudrais faire juste 2 petites remarques plus sur le côté volet politique de l'emploi. Alors, bon, la première, c'est que quand on parle de l'insertion des jeunes, c'est vrai que quelque chose qui frappe, c'est qu'il y a énormément de dispositifs en place. Il y a eu tout ce qui est un jeune, une solution, le contrat d'engagement jeune, la garantie jeune, France Travail a beaucoup de dispositifs, il y a eu évidemment l'apprentissage, il y a tout le temps un petit peu des nouveaux dispositifs et souvent ces dispositifs sont évalués comme un peu selon les méthodes que Arnaud a pu présenter et assez souvent, on trouve des effets positifs, c'est-à-dire qu'on voit que les jeunes aidés par ces dispositifs, ils s'insèrent mieux. Donc on peut un peu s'interroger sur ce paradoxe, qu'il y a une multiplication de dispositifs qui semblent marcher,
Et en même temps, quand on regarde les chiffres macro que je vous ai présentés au début, le taux d'emploi des jeunes reste décevant. On n'arrive pas vraiment à complètement changer la dynamique. Donc je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ce décalage. La première hypothèse, elle n'est pas spécifique aux jeunes, c'est un problème récurrent des politiques de l'emploi, c'est ce qu'on appelle les effets de déplacement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous imaginez, alors selon les cas de figure, c'est plus ou moins vrai, mais supposons que vous imaginez qu'il y a un stock d'emploi défini pour les jeunes qu'on cherche à insérer. Si vous en aidez spécifiquement à travers un dispositif, ceux-là, oui, vous allez les aider à trouver plus rapidement un emploi, mais ça va être, entre guillemets, au détriment d'autres qui, du coup, auront plus tardivement accès à ces mêmes emplois. Donc, c'est une sorte de jeu de chaise musicale. Et donc, ça a été prouvé dans le cas de certains dispositifs d'accompagnement, pas nécessairement propres aux jeunes, c'est une logique plus générale, que parfois, c'est un peu comme si, par exemple, dans le cas de ce que présentait Arnaud, et d'ailleurs peut-être qu'il pourra en dire un mot, il a dit, voilà, les conseillers Pôle emploi, ils intervenaient dans 4 lycées choisis aléatoirement, puis il y en avait 4 autres qui étaient les lycées témoins sur lesquels ils n'intervenaient pas, puis c'est comme ça qu'on comparait. Mais si, par exemple, les lycéens traités, entre guillemets, ont de meilleurs résultats, mais que c'est au détriment des lycées non traités, on va pouvoir dire le dispositif il marche, mais pour autant on n'aura rien changé au niveau macro. Donc ça c'est un premier. Dans le cas spécifique d'Avenir Pro, je ne sais pas, et tu auras l'occasion de nous le dire, mais de façon plus générale, il y a souvent un petit peu ce sujet. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui fait d'ailleurs écho à une question que j'ai reçue, qui est le fait que, en fait, ces dispositifs, ils sont quand même coûteux en ressources. Quand il s'agit d'accompagnement, c'est la ressource des conseillers. Alors là, quand c'est à titre expérimental, ça va parce qu'on n'a que quelques conseillers impliqués, mais quand il s'agit de passer à grande échelle, je ne sais pas d'ailleurs si c'est pour ça que le passage à grande échelle se fait sous la modalité light, accompagnement moins intensif que ce que vous avez vraiment évalué. Il n'est pas impossible que, par exemple, la modalité light soit moins efficace que la modalité intensive. Mais j'imagine que la raison pour laquelle ça a été décidé de passer en modalité light, c'est que c'est moins coûteux en ressources. Peut-être que ce n'est pas ça, mais c'est vrai que de façon générale, ces dispositifs, ou par exemple l'apprentissage, on a décidé récemment de réduire plutôt la voilure. C'est essentiellement des logiques de ressources qui président à ces décisions. Et donc ça fait écho à une question qui justement disait comment à la fois favoriser l'insertion, faire tous ces dispositifs et en même temps résoudre notre équation budgétaire. Et donc je pense que la réponse à ça, c'est vraiment la question du ciblage. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ces dispositifs, ils sont assez hétérogènes. Même là, on l'a vu, c'était plus efficace pour les bacs pro que pour les CAP. De façon très générale, les dispositifs, souvent, ils marchent plus pour des raisons diverses, pour certains types de publics que pour d'autres. Et ça, encore une fois, ce n'est pas vrai seulement pour les dispositifs spécifiques jeunes, c'est vrai de façon générale dans les politiques de l'emploi. Et en fait, parfois, c'est dur ex ante de prédire exactement sur qui ça va mieux marcher. Donc, c'est pour ça aussi que les expérimentations sont utiles. Et même de façon générale, quand on met en place un dispositif, une fois qu'il est en place, on peut continuer à l'évaluer avec une attention toute particulière à cette question de l'hétérogénéité de l'efficacité. Et ça permet ensuite de recentrer les dispositifs sur les publics pour lesquels ils sont le plus efficaces. Et donc ça permet à la fois de bien garder en tête la contrainte budgétaire qui de toute façon s'impose à nous, qu'on l'ait en tête ou pas, et d'un autre côté, de maximiser les effets produits. Donc dit autrement, une des raisons pour lesquelles peut-être certains dispositifs, malgré la multiplication des dispositifs jeunes, on n'a pas d'effet macro, on a des effets macro un peu décevants, ça peut être que peut-être une partie de ces dispositifs ont été mal ciblés. Dans le cas de l'apprentissage, on peut penser que ça a été assez largement le cas, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup d'argent et finalement ça a profité à des élèves qui peut-être n'étaient pas ceux qu'il fallait aider en priorité. Et que donc, typiquement, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est recentrer. C'est-à-dire que ça arrive que le décideur public fasse des erreurs et on peut les corriger. Et dans le cas de l'apprentissage, notamment, sur cette histoire du supérieur, je pense que c'était quand même assez important au moment de la mise en place de la réforme de traiter les étudiants qui faisaient des études supérieures, parce que ça permettait aussi un peu de changer l'image de l'apprentissage, de faire en sorte que ce ne soit pas justement un dispositif qui soit destiné seulement aux filières très professionnalisantes. Mais maintenant, il est temps de faire en sorte que ça bénéficie, que ça ait des effets emploi plus marqués.
Donc ça, c'est les remarques un peu générales, en fait, politiques de l'emploi qui peuvent s'appliquer au cas des jeunes et expliquer un petit peu le paradoxe qui était le point de départ de cette session. Ensuite, il y a juste 2 dernières petites remarques que je voudrais faire. La première, c'est que je pense que sur la question des jeunes, il faut vraiment absolument, la question de l'insertion des jeunes et de l'emploi des jeunes, sortir d'une logique très ministère du Travail pour aller dans une logique très interministérielle, c'est-à-dire que les solutions ne sont pas à chercher exclusivement du côté du marché du travail, elles sont bien sûr à chercher côté ministère de l'Éducation nationale, mais aussi, par exemple, je pense au marché du logement. Il n'y a pas énormément de travaux qui viennent étayer ça, mais ça paraît assez intuitif qu'un jeune qui trouve un emploi va avoir énormément de mal à trouver un logement si ça l'oblige à déménager, parce que oui, s'il commence son emploi, il n'a pas de garantie, il n'a pas, voilà, c'est très difficile de se loger. Par ailleurs, ça coûte assez cher, ça fait écho à des préoccupations qui ont été déjà évoquées. Et donc, en fait, sans réflexion sur l'accompagnement de tout ce qu'on appelle les freins périphériques, mais qui, dans le cas des jeunes, sont, à mon avis, très marqués, notamment sur le sujet du logement, ça peut être très difficile en fait, alors même qu'il existe des opportunités d'emploi, de permettre aux jeunes de les accepter, d'y accéder. Donc ça doit vraiment être une sorte d'une mobilisation en fait de tous les ministères, et des solutions existent. Par exemple, dans les logements sociaux, on pourrait très bien imaginer qu'il y a une partie des logements qui soit réservée pour les jeunes qui accèdent à leur premier emploi. On pourrait avoir tout un système de rotation. Donc c'est plutôt pour moi un changement de braquet. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de dépenser en politique de l'emploi, mais vraiment aussi de vérifier que tous les ministères qui ont notamment la main sur les freins périphériques sont bien mobilisés sur le sujet. Et le dernier point que je voulais mentionner, c'est la question des allègements de charges. Donc parfois, on se dit, finalement, si nos jeunes, on n'arrive pas à les insérer, on n'aurait qu'à inciter les entreprises à embaucher ces jeunes. Et donc, pour les inciter, on rend ces jeunes moins coûteux. Donc, par exemple, on allège les cotisations sociales. On fait un allègement de charges si vous employez quelqu'un soit de telle filière, soit de tel âge, etc. D'ailleurs, c'est un sujet qui est parfois aussi évoqué pour la population plus senior, sur lesquels on a aussi des difficultés. Donc, ça renvoie à un sujet plus général sur le sujet des cotisations sociales en France, qui est assez spécifique, où on dépense déjà énormément d'argent sur le sujet. Donc, ce n'est pas forcément un levier qui me paraît opportun d'activer dans le cas spécifique. Mais simplement, je mentionne quand même, puisqu'on a un peu d'évidence internationale sur le sujet, que, par exemple, en Suède, ils ont essayé de mettre en place des exemptions de charges pour les jeunes de moins de 26 ans. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en effet, ça marchait assez bien pour augmenter les jeunes de cette classe d'âge. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que ce n'était pas du tout traduit en hausse de salaire, comme ça l'est parfois quand on baisse les charges. Il y avait des petites hausses de salaire, mais qui étaient plutôt liées au fait que les firmes qui bénéficiaient de ces allègements de charges, du coup, se portaient bien et en redistribuaient un peu une partie à leurs salariés, mais à tous leurs salariés spécifiquement, pas spécifiquement les jeunes. Donc il n'y avait pas d'effet sur les salaires proprement parlé pour les jeunes. Et donc, le principal effet, c'était de réduire le coût du travail relatif des jeunes. Et ça s'est traduit par donc une embauche accrue de ces jeunes, notamment dans les régions qui avaient des forts taux de chômage des jeunes. Donc c'était plutôt une expérience réussie, même si après la politique a été modifiée. Donc voilà, donc il y a toujours un peu ce levier possible, en fait, qui consiste à tout simplement inciter la demande de travail à aller embaucher les jeunes. On a des évidences qui suggèrent que ça peut être efficace. Malgré tout, en fait, dans le débat plus large et plus complexe qu'on n'a pas vraiment le temps d'aborder ici sur la question des allègements de charges, je ne suis pas sûre que ce soit le levier principal qu'on ait intérêt à activer dans le cas français. Donc, je m'arrête là pour ne pas être trop longue et nous laisser quand même un certain temps aux échanges. Je vois qu'on a reçu pas mal de questions. Peut-être que tu veux dire un mot, Arnaud, le temps que je prenne connaissance des questions, des éventuels effets de déplacement sur Avenir Pro. Oui. Donc ça, c'est des effets qu'on a commencé à rechercher très très récemment, il y a quelques semaines, jours, parce qu'avant on n'avait pas les données nécessaires. Et en fait, là, on a commencé à regarder. Donc en fait, c'est simple, on prend des bassins d'emploi dans lesquels il y a eu l'expérimentation et je fais court, mais on essaye de regarder si pour une filière donnée, pour un type de métier, dans un bassin d'emploi très précis, le fait qu'il y ait eu beaucoup
d'élèves qui aient bénéficié d'Avenir Pro fait baisser l'insertion professionnelle des élèves, des autres jeunes qui n'en ont pas bénéficié. Ce qui serait un peu un problème, parce qu'en fait, c'est juste qu'on aurait fait en sorte que les élèves d'Avenir Pro prennent la place, double dans la queue, on va dire, les élèves qui n'en ont pas bénéficié. Donc ça ferait à la fin un effet nul, ça se compenserait. Donc pour l'instant, on ne trouve aucun effet d'éviction. Ça reste largement à creuser, mais en tout cas, pour l'instant, on voit un effet d'éviction zéro. Donc il semblerait que non, en aidant nos élèves traités, on ne nuise pas aux élèves non traités, ce qui est une bonne nouvelle. Et pour répondre sur la question du budget, oui, c'est super important. En effet, là, c'est en train d'être généralisé. Il y a quand même un volume d'heures d'intervention qui est encore conséquent, qui n'est pas beaucoup plus faible que ce qui était prévu. Mais effectivement, tout a été fait pour essayer quand même de rationaliser et de faire attention aux coûts. C'est pour ça que c'est super important le petit graphique vilain en photo que je vous ai montré. C'est très important pour nous parce que si on arrive à montrer qu'en fait les coûts sont compensés par des bénéfices en impôts, cotisations, TVA, à la limite on peut dépenser pour faire vraiment un bel accompagnement. C'est pas grave, ça sera compensé par des recettes. Voilà. Alors, merci beaucoup. Tant mieux s'il n'y a pas d'effet d'éviction. Et non, toutes les questions sont par SMS. Ouais, voilà. Donc quelques questions. Alors, il y avait quelques questions pour Julien Grenet sur la question. Est-ce que le fait qu'on a eu cette massification de l'accès à l'enseignement supérieur, est-ce que il n'y a pas une sorte de déqualification un peu inhérente de la valeur du diplôme? Et puis aussi une question sur faire revenir massivement des étudiants en BTS et lycée pour témoigner des parcours possibles. Oui, alors effectivement, cette question a fait l'objet de beaucoup de débats. Est-ce que finalement, le fait d'augmenter le taux d'accès, le niveau de formation, ça ne fait pas juste encore déplacer l'échelle, mais sans bénéfice collectif? En fait, je crois que ça, c'est vraiment une erreur à la lumière de ce qu'on a comme travaux, dans la mesure où, première chose, quand on regarde effectivement, comme je l'ai montré pour les taux d'emploi, mais on peut aussi regarder sur les salaires relatifs, en fait, on n'observe pas cette dévalorisation relative des diplômes. Quand on fait les comparaisons entre types de diplômes au cours du temps, je vous renvoie à la note du Conseil d'analyse économique de Gabriel Fac et Elise Willery, où il y a tout un travail là-dessus, vraiment sur la base de données, testant cette hypothèse de dévalorisation relative des diplômes. Après, la question c'est, oui, mais on ne voit pas les salaires non plus augmenter énormément. Il y a une question aussi qui se pose, c'est que ce qui est nécessaire, c'est que le niveau de formation suive la demande sur le marché du travail de qualification. C'est-à-dire que ce niveau de formation, il doit aussi s'élever pour répondre à des besoins de compétences qui sont eux-mêmes plus importants, et que si on ne le fait pas, là, c'est la déqualification générale. Donc le fait qu'on se dise « Ah, mais c'est pas normal parce que oui, il y a 20 ans, quand on avait le bac, ça offrait des salaires extraordinaires. Aujourd'hui, c'est pas des salaires extraordinaires. » C'est parce que quand on réfléchit comme économiste, on dit il y a la demande et il y a l'offre. Et la demande de compétences, elle s'est aussi déplacée. Donc, il y a ce que les Américains appellent la course entre l'offre et la demande de compétences, qui joue quand même un rôle. Et c'est très important d'avoir ça en tête quand on pense à... il ne faut pas penser de manière statique ces questions de salaire en fonction du niveau de qualification. Deuxième point, sur l'importance des liens entre, par exemple, faire revenir des élèves d'un établissement pour témoigner auprès des plus jeunes. Et je crois que ça, c'est une des pistes les plus importantes pour venir combattre en partie les stéréotypes, les phénomènes d'autocensure qu'on constate, parce qu'ils tiennent pour beaucoup à un défaut d'information et à un défaut d'identification avec des profils similaires qui auraient fait ce type de parcours. En France, on a beaucoup misé sur un type d'intervention porté par ce qu'on appelle les cordées de la réussite, qui a montré un peu ses limites parce qu'on allait faire, par exemple, intervenir des étudiants des plus grandes écoles dans des lycées où jamais aucun élève n'est allé dans ces grandes écoles et peut-être jamais n'ira jamais. Aucun élève n'ira jamais. Alors, c'est très bien pour susciter des vocations parmi les quelques élèves qui pourraient, mais ça peut aussi créer des effets de violence symbolique assez forts par rapport à tous les élèves qui auraient besoin d'en savoir plus sur le système, peut-être s'orienter vers des formations sélectives, mais peut-être pas celles-là qui sont
porté par des élèves de Polytechnique ou d'HEC, etc. Donc ça, je pense que c'est pas forcément ce type d'intervention auquel je pense, mais celle suggérée dans la question type des élèves en BTS, des élèves en DUT, des élèves en apprentissage, pourquoi pas, qui viennent témoigner auprès des anciens. Ça, je crois que c'est fondamental parce que ça vient pallier une difficulté très importante que rencontrent les établissements. Ils ont très peu d'informations sur le devenir de leurs propres élèves. Beaucoup de chefs d'établissement, de proviseurs, ne savent pas du tout ce que sont devenus les anciens du lycée et disant ce qui va nourrir un certain nombre de phénomènes, disons, de réflexes un peu de pas prendre de risques en disant je ne suis pas sûr que la famille va suivre, je ne sais pas si c'est pas risqué d'envoyer cet élève qui a l'air d'avoir un profil prometteur dans une formation, on n'est pas sûr que ça va marcher, donc je vais plutôt pas lui conseiller ça, ce qui vient renforcer les inégalités derrière. C'est le type justement de démarche de faire revenir des élèves du supérieur dans les lycées qui peut lever ces freins et je crois que ça a montré ses preuves en tout cas pour les inégalités filles-garçons dans l'accès aux sciences après le lycée. Je crois que c'est aussi une voie assez prometteuse pour plus généralement voilà, fermer un peu le fossé qui sépare l'enseignement supérieur de l'enseignement secondaire en France, qui est vraiment assez considérable. Toi, Julien, deux autres questions. Sur la question des moyens, est-ce que la démographie, la chute de la natalité, peut faire espérer une sorte de rattrapage de la dépense par étudiant ou pas? Et deuxième, j'en profite, je te lis la question. Ne faut-il pas faire fondre les effectifs et les moyens des universités pour réorienter vers les BTS, IUT, formation pro, mais aussi les grandes écoles qui sont des promotions beaucoup plus petites que les campus d'excellence dans d'autres pays? Donc, est-ce qu'en fait, il faut aller prendre à l'université pour aller donner à toutes les autres formations ou pas? Alors sur la première question, oui, la baisse démographique, c'est une fenêtre d'opportunité unique. Alors pas encore dans le supérieur, et c'est pas pour tout de suite dans le supérieur, parce que la baisse démographique, elle a commencé, donc pour donner un chiffre simple, le nombre de naissances entre 2010 et aujourd'hui, il est passé de 800 000 à peu près à 600 000. Donc on a une baisse de 20 à 25% du nombre d'élèves de naissances chaque année. Et ça a des conséquences très importantes puisque ça entraîne ça se propage dans le système par une baisse du nombre d'élèves. Donc aujourd'hui, la baisse, elle est déjà bien amorcée. Ça fait depuis 2016 qu'elle a commencé à l'école élémentaire. On a déjà une baisse de 8% du nombre d'élèves et ça va se prolonger. Et on en a de façon certaine pour au moins 15 ans. Puisque les élèves, là, chaque année, il y a de moins en moins de naissances et donc ça va faire moins d'élèves dans le système. Donc on s'attend, par exemple, au collège, ça commence tout juste à abaisser et sur les 15 prochaines années, sur les 10 prochaines années, on va perdre 20% d'élèves par classe. Enfin, par établissement, par classe, on ne sait pas encore. C'est une opportunité parce que c'est une manière on peut augmenter la dépense par élève sans augmenter le budget total, puisque si le nombre d'élèves baisse, ça veut dire que chaque élève il a plus si on maintient la dotation. La grande question, c'est l'arbitrage qui est fait. Est-ce qu'on va, par exemple, maintenir le nombre d'enseignants pour permettre de réduire la taille des classes, alors qu'on est aujourd'hui en la France le plus mauvais élève de l'Europe du point de vue du nombre d'élèves par classe, c'est les classes les plus chargées d'Europe. On est à au moins 2-3 élèves de plus par classe dans le premier degré, 6 élèves de plus par classe au collège. Ça n'a pas vraiment le chemin qu'on est en train de prendre. Là, les dernières annonces, c'est 4000 postes en moins et le Sénat a demandé carrément 8000 postes d'enseignants en moins, donc on n'est pas sûr qu'on va dans cette direction. Je souligne simplement que c'est un investissement qui est parmi les plus rentables, c'est-à-dire la dépense éducative, ça, pour reprendre l'exemple donné par Arnaud, c'est typiquement le type d'investissement qui paye pour lui-même dans le long terme, contrairement à beaucoup de politiques. C'est-à-dire qu'on met 1 euro aujourd'hui et on en récupère plus demain. Donc simplement, ça suppose d'avoir une vision de long terme et pas d'être dans le temps politique qui est parfois un peu plus court. Par contre, dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas pour tout de suite. Il va falloir attendre que les élèves, les classes creuses, donc qui ne sont pas nés à partir de 2010, arrivent dans l'enseignement supérieur. Donc ce sera plutôt en 2030 que ça va commencer. Et ensuite, ça va durer aussi. Et est-ce qu'il faut revoir l'offre prendre aux universités pour donner aux grandes écoles, etc. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de faire forcément. Il y a aussi une autre façon de voir qui est de dire il faut aussi redistribuer des ressources peut-être de certaines formations vers les universités qui ont des taux d'encadrement très faibles.
le modèle des formations très petites avec des très bons taux d'encadrement, c'est très bien. Ça coûte très cher aussi. Et il y a aussi un besoin, et c'est comme ça dans beaucoup d'autres pays, pour des formations généralistes de type licence, mais simplement avec des moyens quand même un peu plus conséquents que ce qu'on propose en France à ce niveau-là. Il y a des licences qui fonctionnent très bien avec des taux d'encadrement qui sont meilleurs que ceux qui sont en général proposés, et notamment les licences dans les matières scientifiques proposent des taux d'insertion assez bons. Donc je pense qu'un des enjeux, c'est plutôt la circulation des élèves, des étudiants, entre différents types de formations, plutôt que le modèle français en silo, où on reste dans un couloir pendant toute sa scolarité dans l'enseignement supérieur. Je crois qu'il est plus prometteur de faire des passerelles. Merci beaucoup. Quelques questions pour Avenir Pro. Juste avant, je mentionne 2 questions que je trouve intéressantes, mais je ne sais pas si on a la réponse. Est-ce qu'il y a une différence sur tous les constats qu'on a pu dresser entre les jeunes des grandes villes et ceux des zones rurales, donc sur les taux d'insertion ou peut-être même sur l'accès à l'éducation. Et une autre question intéressante sur les stages et alternances facilitent-ils vraiment l'insertion professionnelle ? J'aurais tendance à dire oui, mais je n'ai pas l'évidence nécessairement que je voudrais pour pouvoir répondre avec certitude. Je ne sais pas si l'un de vous deux a des réponses à ces questions. Mais juste avant, 2 questions un peu précises sur Avenir Pro. Est-ce que dans le cadre d'Avenir Pro, il y avait une réflexion justement sur le soutien au logement ou pas ? Deuxième question, est-ce que des associations participaient au dispositif, notamment pour prendre le relais ? Parce que qu'est-ce qui se passe une fois que les jeunes sortent du dispositif ? Il y a un moment où les conseillers s'arrêtent d'intervenir, même dans la deuxième phase. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on considère que c'est suffisant ? Est-ce qu'il y a des associations qui prennent le relais ? Et troisième question sur les aspects plus peut-être psychologiques, sociologiques, au-delà juste des salaires et de l'emploi. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi ? Alors, la première question, c'était sur le soutien au logement, est-ce que oui. c'est... Oui, pardon. Donc non, dans le cadre d'Avenir Pro, pour l'instant, c'était uniquement l'intervention de conseillers France Travail, donc uniquement dans la recherche d'emploi. Cela dit, les conseillers France Travail, ils ont l'habitude et l'expérience de tout type de demandeurs d'emploi et de toutes les problématiques auxquelles se confronte n'importe quel demandeur d'emploi, dont l'accès au logement. Et je sais que de manière, comment dire, c'était pas forcément prévu ou organisé, mais j'ai des témoignages, beaucoup de témoignages de conseillers France Travail qui devaient gérer tel élève de bac pro qui dormait dans sa voiture le matin avant d'aller en cours et qui en fait tout l'accompagnement qu'ils lui ont donné surtout c'était comment faire pour sortir de cette situation. Donc en fait de manière par eux-mêmes on va dire, ils le faisaient, ils aidaient les situations telles que celle-là, comme ils le font avec tous leurs demandeurs d'emploi, adultes y compris. Donc voilà, c'est aussi ça l'intérêt d'un conseiller France Travail, c'est que c'est son métier, qu'il ait l'habitude de tous les freins globaux que peuvent rencontrer un individu et qu'il a, il a le temps et c'est son métier. Ensuite, les associations qui éventuellement prennent le relais à long terme. Alors là encore, il n'y avait pas de consigne donnée aux conseillers France Travail, mais les conseillers France Travail pouvaient faire appel, co-construire leur intervention. Donc déjà, quoi qu'il arrive, ils co-construisaient leur intervention avec les équipes pédagogiques, ça c'était très important, je ne l'ai pas trop dit. Et puis ensuite, ils pouvaient faire intervenir et s'appuyer sur les associations, soit qui intervenaient déjà dans les lycées, parce que dans les lycées, avant même qu'Avenir Pro existe, on va dire au choix du proviseur, les proviseurs pouvaient faire intervenir telle ou telle association d'aide aux élèves. Donc en général, quand il y avait déjà un écosystème d'associations dans les lycées, le conseiller France Travail, il prenait pas leur place bêtement, il les intégrait et il faisait avec eux. Et du coup, sur la question du suivi, ensuite au moment où ça s'arrête, 2 choses. D'abord, le but pour le conseiller France Travail, c'est de sécuriser l'inscription du demandeur d'emploi à France Travail. Du jeune. Ce qui n'est pas possible en fait avant le 31 août, parce que avant le 31 août d'une année de terminale, l'élève il est considéré comme étudiant et donc il ne peut pas être inscrit. Voilà, c'est comme ça juridiquement, il ne peut pas être inscrit à France Travail. Et donc ils attendent en fait la rentrée et là le but c'est de sécuriser leur inscription à France Travail pour ne pas les perdre et pour pouvoir continuer de les suivre de manière assidue. Et j'ajoute qu'il y a un dispositif qui s'est appelé Ambition Emploi, mais qui maintenant va reprendre un autre nom, Avenir Pro Plus, on ne sait pas trop. Quelque chose qui existe depuis 1 ou 2 ans et qui est en train d'être mis progressivement en place dans les lycées. C'est le fait que les proviseurs ont théoriquement l'obligation juridique de
suivre ce que deviennent leurs élèves et de savoir ce que sont devenus leurs élèves. Et donc, il a été mis en place ce dispositif qui s'appelle Ambition Emploi, qui fait que dorénavant, à la rentrée de septembre, les proviseurs de lycées professionnels sont censés reprendre contact avec tous les élèves qui sont partis en juin, savoir où ils font, ce qu'ils font, où ils en sont. Et si un élève est en situation où il n'a ni emploi ni formation et a priori il n'est pas prêt d'en trouver un, et voilà, il est en difficulté, il est en décrochage et il ne sait pas ce qu'il va faire, il y aura la possibilité de réinscrire l'élève dans le lycée pendant au moins un semestre. C'est-à-dire que plutôt que l'élève soit livré à lui-même, eh bien, on lui dit tu peux revenir pendant 4 ou 5 mois en cours. Donc au moins on sait où tu es et tu es considéré encore comme un étudiant et tu peux compléter des cours dans lesquels tu as eu des difficultés ou tu as eu du mal l'année dernière. Donc voilà, il y a ce dispositif maintenant. Merci beaucoup Arnaud. Alors, il nous reste simplement 5 minutes. Donc, les 2 dernières questions pour toi, Julien. Des questions quand même... Alors, une première question, plusieurs questions ont été posées sur la réforme Blanquer, ton jugement à l'aune de tout ce qu'on vient de se dire. Et une autre question assez importante sur... en fait, notamment avec ton graphique sur le lien entre taux de pression et insertion, ça pousse en effet à davantage faire correspondre les offres de formation aux besoins du marché du travail, ce qui est en effet une logique qu'il faut pousser, avec la grosse difficulté, pas tant d'ouvrir des formations, mais que d'en fermer quand elles ne marchent pas. Mais la question est intéressante, elle dit, n'y a-t-il pas alors un risque d'avoir une approche adéquationniste et un pilotage à court terme seulement? Voilà. Nous avons donc 4 minutes. Oui. Alors, peut-être prendre la deuxième question d'abord, si on se souvient du graphique qu'on a montré avec le taux de pression et le taux d'emploi. En fait, l'adéquationnisme, je suis d'accord que c'est un sujet, mais là, moi, j'ai discuté de deux points. L'adéquation aux demandes des jeunes, aux préférences des jeunes, ce qu'ils veulent faire, et il y a l'adéquation aux besoins du travail. Quand les deux sont alignés, là, il y a un problème de ne pas ouvrir. C'est-à-dire que, en fait, les deux parties du graphique, c'est-à-dire en haut à droite, les jeunes veulent ces formations. C'est des formations avec des très bons débouchés. Le fait qu'il y ait des taux de pression aussi élevés paraît absurde. Et de l'autre côté, des formations que les jeunes ne souhaitent pas faire, où il y a des très mauvais taux d'insertion, évidemment, il faut s'interroger, se dire, est-ce que c'est une situation temporaire, ces mauvais débouchés? On peut avoir des situations, par exemple, c'est pour ça qu'il faut anticiper, poser la question, par exemple, avec la transition écologique, peut-être des débouchés qui n'existent pas aujourd'hui, mais ils vont se développer, donc il faut investir. La question se pose plus quand il y a une contradiction entre les besoins, les demandes des jeunes et les préférences et les besoins du marché du travail. Donc là, il y a un arbitrage à faire, effectivement. Mais je pense qu'on peut déjà commencer par fournir cette information et régler les cas où il n'y a pas de contradiction. Sur la réforme Blanquer, on n'a pas encore tous les éléments, en partie pour des questions d'accès aux données compliquées. Ce n'est pas toujours facile en France de travailler sur le suivi des jeunes. Je pense qu'Arnaud peut en témoigner, notamment entre leurs études secondaires et l'enseignement supérieur. Il faut savoir que c'est 2 services statistiques différents. Et donc, pour suivre un jeune dans la terminale à l'enseignement supérieur, c'est un petit peu un cauchemar. Alors, on commence à le faire un peu, mais ce n'est pas si simple. Et alors, sur la réforme Blanquer, les éléments qu'on a aujourd'hui, c'est clairement que ça a réduit les maths et le choix des spécialités scientifiques, c'est très clair. Ça a augmenté les écarts selon le genre. Donc, il y a eu plus de baisse des maths chez les filles que chez les garçons, plus de baisse chez les élèves de milieux défavorisés que les élèves favorisés. Maintenant, les effets sur l'enseignement supérieur, en tout cas les premiers éléments, suggèrent que ce n'est pas aussi gros que ça. C'est-à-dire que, par exemple, on a beaucoup de discours là-dessus disant il n'y a plus de filles en classe prépa scientifique. En fait, ce n'est pas si vrai. Quand on regarde, ça n'a pas tellement bougé. Et là, les domaines où ça peut avoir eu plus d'effets sembleraient davantage, par exemple, les matières comme celle qui nous intéresse aujourd'hui, l'économie, où là, en économie, la réforme Blanquer a pu avoir des effets. Je vais donner un exemple que les filles qui font de l'économie aujourd'hui ont fait plutôt moins de maths. Enfin, les garçons qui font de l'économie ont fait relativement plus de maths que les filles après la réforme qu'avant. Ce qui peut poser peut-être des soucis dans les taux de validation ensuite, la première année, etc. Donc, c'est le genre d'effet qu'il va falloir étudier. Et plus généralement, effectivement, ensuite sur le marché du travail. Mais on n'a pas encore les éléments de réponse pour faire un bilan complet de la réforme au-delà du lycée. Voilà. Et donc, 12h30. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à cette conférence.